Merci de prendre place. On va peut-être s'installer comme cela. On va laisser une place au centre au ministre qui devrait arriver dans quelques instants à la fin de l'interview. Asseyez-vous, laissez peut-être juste une place au milieu, enfin, si vous le souhaitez. Il y a un fauteuil également pour décaler en termes d'organisation. On va... Hop, voilà, comme ça, comme vous voulez. Allez-y, on va dire que le ministre est là et qu'il y a une place ici. Voilà, donc on est prêt. On attend Jérôme Cahuzac qui arrive dans quelques instants. Peut-être, vous avez eu la chance d'aller à Mexico. Vous y étiez tous en bas. Un point peut-être sur la façon dont les débats sont déroulés, qu'est-ce qui a été produit, quels sont les attendus de cet épisode de Mexico. Bonsoir. Oui, bonjour à tous. Donc Mexico, c'était en juin de cette année. Ça a rassemblé plus de 450 entrepreneurs de plus de 20 pays. Un point commun, c'est que l'ensemble des entrepreneurs de tous les pays, finalement, ont des problématiques assez similaires. Et bien évidemment, si en France, on a un certain nombre de problématiques particulières, on retrouve finalement des problèmes de fond valables dans tous les pays. Et puis il y a une chose aussi qui est très intéressante en revenant de Mexico et très importante, c'est que finalement, en France, bien sûr, on a un certain nombre de problématiques qu'on va en débattre, mais on a aussi beaucoup de force, beaucoup de points forts, beaucoup de choses qui ont été mises en place pour favoriser l'entrepreneuriat, et finalement, il faut que ce mouvement continue et se développe en France. Hélène, par exemple, moi j'ai eu l'occasion d'aller à la FIT de Nice, c'est assez impressionnant de voir 20 délégations de 20 entrepreneurs. Il y a une dynamique absolument étonnante qui se dégage de ces jours-là. Ça, c'est la chose vraiment la plus importante, c'est que entre les 400 personnes, on se rend compte qu'en fait, on est assez proches, qu'on a tous les mêmes problématiques de financement, d'embauche, de croissance, de développement, et qu'il y a une énergie internationale qui est incroyable. Et bon, ça, c'est pour l'enrichissement personnel. Sinon, je dois dire que les débats étaient largement menés par McKinsey & Ernst & Young et très intéressants autour de 3 sujets qui étaient la culture entrepreneuriale, l'écosystème entrepreneurial et les financements. Et on a fait beaucoup d'ateliers ensemble. Et enfin, on a été reçus par le président Calderón, qui était quand même un grand événement, un grand moment dans la semaine, les quelques jours au Mexique. Vous avez préparé un document également pour être remis aujourd'hui. Est-ce que Gilles, par exemple, peut nous donner un peu plus sur ce document, la façon qu'il a été préparé et qu'est-ce qu'il suggère justement? Oui, bonjour. Écoutez, ce pacte, il a un nom qui me plaît beaucoup. Moi, c'est le pacte de confiance entrepreneuriale. Je trouve que c'est important la confiance. Aujourd'hui, on a besoin tous de retrouver la confiance. Moi, j'ai une grande force à Mexico. Ça m'a donné beaucoup de confiance parce que tous ces entrepreneurs qu'on a pu rencontrer à Mexico, grâce à Grégoire, ça nous a donné vraiment une force magnifique pour avancer chacun dans nos entreprises. Voilà, je crois que M. le ministre arrive. Voilà. Monsieur le ministre, merci de participer à ce débat. Vous avez 5 chefs d'entreprise qui font partie de la délégation du G20 AIS, qui était à Mexico. On en parlait à l'instant justement, et qui ont préparé un certain nombre de documents et de propositions à vous remettre. Ils ont chacun, bien sûr, une expérience différente, avec des points communs, et du fait de leur expérience, ils ont chacun des problématiques. Et c'est de ces problématiques qu'ils voudraient vous entretenir ce matin. Peut-être passer la parole pour démarrer avec Kuhlmann, directeur général de Costral, industriel basé dans la région d'Alsace, c'est à Riedwil. Vos sociétés construisent des lignes d'embouteillage pour le vin, les spiritueux ou les jus de fruits. C'est un marché de niche, mais que vous positionnez quand même comme deuxième acteur mondial. Vous fabriquez avec des petites machines jusqu'à 3000 bouteilles à l'heure. Oui, en réalité, il y a deux structures. Une structure en Alsace qui compte 55 salariés et une autre en Isère qui compte 27 salariés. Et on est particulièrement fiers de pouvoir annoncer qu'on a créé 12 emplois en 2012. Et donc on est sur une
belle ligne de croissance. Et le point important, je pense, à mes yeux, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'une part de confiance, le mot a été largement abordé ce matin, la confiance et la visibilité. C'est pourquoi, pour moi, la stabilité législative, la stabilité fiscale, la stabilité réglementaire sont des ingrédients indispensables pour faire croître les entreprises. Et au-delà des annonces qui ont déjà été faites par le président de la République, et ce matin encore par monsieur le ministre de l'économie et des finances, j'aurais voulu savoir si le gouvernement était prêt à s'engager sur une stabilité réglementaire, fiscale et législative pour l'ensemble du quinquennat, c'est-à-dire aller au-delà des premières annonces du président de la République, ce qui permettrait vraiment de nous permettre d'avoir un plan d'investissement, un plan de recrutement avec de la confiance derrière tout ça. Alors, il y a eu un certain nombre de déclarations pendant la campagne du président à l'époque candidat, et puis il y a 5 engagements dans une des 35 mesures annoncées par Jean-Marc Ayrault la semaine dernière. Je vous contexte. Merci de m'avoir convié et bienvenue à mon tour de vous la souhaiter dans ce centre de conférence. Moi, je peux que souscrire à votre vision des choses, peut-être que je prends la deviner. La stabilité est nécessaire parce que ça vous permet d'avoir de la visibilité et je peux comprendre ce besoin-là. Je me garderai bien de penser, comme je crois d'anciens dirigeants de ce pays avaient pu le dire à propos de magistrats, que tous les entrepreneurs se ressemblent, puisque je crois que c'est l'un d'entre eux qui, il y a quelques années, avait comparé les magistrats à des petits pois se ressemblant tous les uns aux autres, et supposant même qu'ils étaient tous inodores et sans saveur. Ce n'est pas le cas des chefs d'entreprise. Je l'ai été d'ailleurs dans une vie antérieure, naturellement pas de façon comparable à ce que vous êtes vous, à une échelle bien moindre. Mais si j'ai le souvenir de ce que j'ai pu être... Pardon ? Rappelez juste ce point de votre... C'est dans le domaine de la santé, j'ai fait une structure privée avec des salariés, donc avec la nécessité d'embaucher, de choisir, parfois de se tromper, donc de séparer des collaborateurs qui ne faisaient pas l'affaire ou avec lesquels on ne pouvait pas s'entendre. Donc ces problèmes-là, je vois très bien ce que ça peut être, multiplié par le facteur qu'il y a entre la structure que vous dirigez et celle que j'ai pu animer. Donc je comprends très bien cela, et cette stabilité, j'en connais la nécessité. Le président de la République s'est engagé à cette stabilité, et pour Rude, que le plan d'ajustement des finances publiques soit en 2013, il présente néanmoins la caractéristique, je le crois, pour le quinquennat, d'indiquer ce qu'est l'effort. Il est rude, je le répète, mais de préciser que c'est précisément parce qu'il est rude et qu'il se fait en 2013 qu'il ne devrait pas se majorer d'efforts supplémentaires dans le reste de la mandature. C'est qu'en 2013 qu'on a l'effort le plus dur à faire. C'est pour ça qu'on demande cet effort, en vérité, à tout le monde, mais qu'ensuite cet ajustement étant fait, l'effort devrait être consenti par des réformes de structure, par de l'économie dans la dépense, et certainement pas par un surcroît de demande au titre de la fiscalité. Le président de la République, je crois, était très clair, je m'efforce de l'être à mon tour, et c'est bien cette stabilité-là dont vous avez besoin, dont le pays a en fait besoin, que nous efforcerons de faire prévaloir. Juste un petit bémol, si je peux le mettre, mais le bémol ne modifie pas une partition, hein, sauf à la marge. Il est parfois nécessaire de procéder à des ajustements techniques. Je prends par exemple le cas de l'impôt qui a succédé à la taxe professionnelle, chaque année, pour des raisons techniques. Parce que cette réforme a été une réforme de très grande ampleur, peut-être insuffisamment préparée d'ailleurs, peut-être je suis présenté, mais de très grande ampleur. Il est nécessaire pour des raisons techniques de procéder à des ajustements qui ne modifient pas fondamentalement le système, mais qui nécessitent ces ajustements. Donc, au sens strict du terme, il n'y a pas de stabilité, si dans l'esprit il y a bien cette stabilité, et c'est bien vers cela que l'on souhaite aller et préserver, n'en doutez vraiment à aucun moment. Alors, autre question, François Villers, président de Net Affiliation, Congo, e-marketing, à Bourg-la-Reine, à Sao Paulo, à Varsovie, vous êtes présent dans une quinzaine de pays. Vous proposez aux annonceurs de bénéficier d'un réseau de 100 000 sites affiliés prêts à relayer leur campagne de web et de mobile, entreprise récente, qui a grandi très très vite. Quelle est votre problématique et votre réflexion ou question à Jérôme Cahuzac? D'abord, un petit point, en fait, en l'espace de 8 ans, à travers la société, on a créé plus de 140 emplois, donc des PME créent des emplois et j'ai le bon espoir qu'ils continuent à bien se développer et à créer des emplois. Ma question est la suivante, c'est que finalement, quand une entreprise rencontre des difficultés, qu'est-ce qu'elle fait? En
fait, elle fait une revue de ses dépenses, elle essaie de supprimer toutes les dépenses superflues, d'optimiser les dépenses efficaces pour préserver son avenir. Et quand on regarde finalement la question qui se pose au niveau de l'État, j'aurais tendance un peu à avoir le sentiment que l'action sur les dépenses est assez faible et que l'action, elle est plutôt sur la hausse de la fiscalité pour augmenter les revenus. Et cette hausse, finalement, elle pénalise le développement économique et donc les recettes futures et les futurs emplois. Donc c'est un cercle vicieux qu'elle peut créer. Donc je voulais savoir, est-ce que vous ne pensez pas finalement que faire plus d'efforts sur la recette que sur la dépense, c'est pas préjudiciable à l'économie en général et au développement des PME en particulier? Oui, certainement, c'est la raison pour laquelle, contrairement peut-être à l'apparence, ce n'est pas ce que nous allons faire. Car sur la mandature, il y aura autant d'efforts sur la recette que sur l'économie, dans la dépense. En 2013, cette proportion n'est pas celle-là. Ça s'explique, je crois, de manière assez loyale et je l'espère convaincante pour ceux qui pourraient en douter. Au mois de juillet, le constat est assez simple. Il est impossible, toutes choses égales par ailleurs, de tenir l'objectif de déficit public auquel la France est engagée, 4,5%. La Cour des comptes l'a parfaitement démontré, et il manque plusieurs milliards d'euros pour cela. Au mois de juillet, faire une économie, mettons, d'une dizaine de milliards d'euros dans la dépense publique, c'est techniquement impossible. Techniquement impossible. Je comprends l'argument qui consiste, pour certains, à dire qu'il aurait mieux valu faire de l'économie que de lever 7,2 milliards d'euros d'impôts en loi de finances rectificative. Il y a une bonne guerre dans un affrontement politique classique dans notre pays. Mais si l'on veut regarder les choses lucidement, l'on sait qu'à la moitié de l'année, engager ce niveau d'économie pour l'année en cours est en réalité impossible. Impossible. Donc, en loi de finances rectificative, et pour tenir l'engagement de la France, il a fallu procéder à cet ajustement de 7,2 milliards d'euros. Pour 2013, là nous étions à temps d'engager les économies. Et s'il y a 20 milliards d'euros de hausse de fiscalité, il y a 10 milliards d'euros d'économies dans la dépense, c'est vrai dans l'investissement, c'est vrai dans la dépense d'intervention, c'est vrai dans les frais de fonctionnement, c'est vrai au ministère de la Défense, bref, c'est vrai à hauteur de 10 milliards d'euros et au Parlement. L'opposition, qui n'est pas avare de critique, c'est son rôle. J'ai été dans l'opposition et je ne pense pas avoir été en arrière de la main en la matière, donc je comprends parfaitement cette attitude. L'opposition a eu les pires difficultés à démontrer que ces économies n'existaient pas. De fait, elles sont là. Et elles sont là car nous obligeons l'État à une évolution de sa dépense selon une norme qui s'appelle la norme de zéro valeur, ce qui ne fut jamais fait, sauf à la fin de la mandature précédente et pour les derniers mois. Et nous maintiendrons cette norme d'évolution de zéro valeur, c'est-à-dire un maintien en euros constant tout le long de la mandature, ce qui va mécaniquement dégager au bas mot 10 milliards d'euros d'économies chaque année dans le seul appareil d'État. Par ailleurs, il y aura la protection sociale, où l'année prochaine, avec un ondam fixé à 2,7, on fait une économie de 2,5 milliards d'euros. Cet ondam baissera en 2014 à 2,6, il sera à 2,5 l'année suivante, avec chaque fois des économies supplémentaires. Ça, c'est pour l'ajustement. Ce n'est pas pour financer les dépenses nouvelles. Pour financer les dépenses nouvelles, il y a par ailleurs d'autres mesures, car nous ne finançons plus par l'emprunt toute politique nouvelle. C'est fini. La politique consiste à compter sur le crédit, c'est-à-dire sur l'emprunt, pour financer des mesures nouvelles. Cette politique-là est terminée. Il n'y a pas d'impôts nouveaux désormais qui seront fixés ou établis. Il n'y a pas d'emprunts qui seront envisagés pour financer des mesures nouvelles. Les mesures nouvelles ne pourront être financées que par des économies à due concurrence et à l'euro près. C'est la politique qui a été voulue par le président de la République et qui m'a chargé de mettre en œuvre. Et croyez-le bien, je le fais, non pas par plaisir, mais parce que je crois que c'est une nécessité absolue. Donc il faut faire cette économie dans la maîtrise de la dépense publique. Et puis par ailleurs, je vais citer cet exemple, dans le pacte de compétitivité de 20 milliards d'euros, la moitié se fait par l'économie dans la dépense. Et comme je ne crois pas que l'on pourra faire davantage dans l'appareil d'État hors réforme de structure, la politique qui vient d'être engagée commande des réformes de structure, qui d'ailleurs ne seront pas faciles, parce que tout le monde réclame des réformes de structure sans forcément bien voir que chacun peut être touché par ces réformes de structure. C'est vrai pour l'assurance chômage, c'est vrai pour la formation professionnelle, c'est vrai pour la politique du logement, ça peut être vrai pour la politique familiale, c'est naturellement vrai pour la politique à l'égard des collectivités territoriales. Chacun se félicite de l'annonce de la réforme de structure sans forcément toujours mesurer que ces réformes-là peuvent toucher chacune et chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle j'indique que faire ces réformes de structure, c'est en fait demander un effort à tout le monde. Mais il faudra avoir, je le crois, le courage de les faire, le courage de le demander, et je l'espère aussi pour celles et ceux qui seront concernés, le courage de l'assumer. Mais si au moins après cet échange, vous étiez ne serait-ce qu'un peu convaincu qu'on a bien l'intention de faire au moins pour moitié l'ajustement de la dépense publique, l'ajustement de nos finances publiques, un effort sur la maîtrise de la dépense, et par ailleurs pour toutes les mesures nouvelles
de dégager, au moins pour moitié, là encore, le pacte compétitivité en témoigne, des financements par des économies. Si au moins cet échange aura servi à ça, je serais très heureux d'avoir pu vous répondre. Je voudrais juste rebondir. Donc, je suis heureux d'entendre qu'il y a une vraie démarche de réforme de structure en profondeur sur l'ensemble des leviers aujourd'hui, parce que c'est vrai que je crois que c'est une demande de fond des entrepreneurs de faire évoluer toutes ces charges-là. Et aujourd'hui, dans une entreprise, ça représente un poids extrêmement important dans l'ensemble des coûts, et notamment le coût du travail. Laurence Onfroy, présidente de temptingplaces.com, e-tourisme, vous êtes à Paris, vous avez lancé en 2010 cette société, qui est le premier réseau hôtelier international de boutiques hôtels avec 120 établissements d'exception dans plus de 30 pays. Quelle est votre problématique et interpellation? Bonjour. Donc en fait, nous avons remis le pacte de confiance entrepreneuriale il y a quelques jours. Et en fait, un des éléments qui est souligné, c'est vraiment le manque de connaissance du monde entrepreneurial par la sphère politique et la non-représentation au sein de l'exécutif. Pour nous, c'est un point en fait, qui est assez important. La différence est assez criante par rapport à l'Allemagne ou l'Angleterre. Si on peut prendre l'exemple de Londres, qui est une ville qui est très dynamique, et en fait, il y a une vraie stratégie pour le développement dans l'entrepreneuriat qui est mise en place, avec par exemple des programmes de recrutement de business angels, des programmes de mentorat, de mise en relation de cofondateurs, des appels d'offres publics orientés vers les startups. Donc il y a une vraie stratégie qui est mise en place. Et donc tout ça pour vous demander si par rapport au pacte de confiance entrepreneuriale, nous avons deux points qui nous tiennent à cœur. Le premier étant si vous accepteriez de venir chaque mois au sein de nos entreprises pour dialoguer, pour comprendre concrètement de manière pragmatique. Et le deuxième point, c'est de mettre en place un conseil national d'orientation composé d'entrepreneurs. La méconnaissance est bilatérale. Et d'ailleurs, affirmer cette méconnaissance, c'est je crois en partie une erreur, permettez-moi de vous le dire. Vous avez le sentiment que l'homme politique ne connaît pas l'entreprise. Parfois, il peut arriver à ceux qui sont élus de constater que les chefs d'entreprise méconnaissent ce qu'est le fonctionnement de la vie politique dans notre pays ou les contraintes que les responsables élus ont à affronter. Des réunions comme ça, là, d'ailleurs, je crois, contribuent puissamment à ce que s'il y a des désaccords, on les assume, mais s'il y a des malentendus, on parvient à les lever. Tentons de résoudre les désaccords, nous ne nous encombrons pas de malentendus. Et pour ce qui est de la connaissance des entreprises par les élus, vous savez, dans le gouvernement présidé par Jean-Marc Ayrault, dirigé par Jean-Marc Ayrault, il y a, je crois, une écrasante majorité d'élus, parlementaires ou élus locaux, et je doute fort que les collègues que j'ai au gouvernement n'aient pas fait comme j'ai pu le faire moi dans ma circonscription, c'était aller très régulièrement dans les entreprises de cette circonscription. Et donc, je ne partage pas tout à fait votre diagnostic qui suppose une méconnaissance des entreprises de la part des responsables politiques. Je pense que la connaissance des entreprises est réelle, ce qui ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur tout. Et ne pas être d'accord sur tout ne veut pas dire que l'on ignore ce monde-là. Ça veut dire que nous avons peut-être des désaccords, et des dialogues comme celui de ce matin peuvent peut-être permettre de remédier à ces désaccords-là. Sur la question plus précise que vous posez, par exemple, de créer une structure de plus, si je comprends bien. Est-ce qu'une structure de plus va permettre d'aider à cette meilleure compréhension? Déjà, ça coûtera plus cher. Parce qu'une structure, il faut l'abriter, il faut un secrétariat, il faut des moyens de fonctionnement. Donc, comme élu, j'y suis peut-être favorable. Comme ministre du budget, je suis très réticent, puisque mon rôle, c'est précisément d'éviter tout coût supplémentaire. Il faut voir l'efficacité de la mesure. Oui, c'est ce que l'on dit toujours quand on veut créer quelque chose de plus. On dit qu'il va y avoir un investissement, mais ça va permettre ensuite de dégager des économies ou des politiques nouvelles. Bon, il y a beaucoup de structures dans notre pays, il y a beaucoup d'opérateurs de l'État, plus d'un millier d'opérateurs de l'État qui consomment près de 50 milliards d'euros par an. Je doute fort que parmi tous ces opérateurs, toutes ces structures, il n'y en ait pas déjà un ou une au sein de laquelle ou duquel des réflexions de cette nature pourraient se tenir. Alors, pardonnez-moi de vous répondre de manière un peu franche, mais toute structure supplémentaire rencontre a priori une forme de scepticisme, sinon de méfiance de ma part, mais je comprends que d'autres puissent avoir envie de créer ce type d'outil. L'essentiel, en fait, c'est qu'on parvienne à se comprendre
Je crois que le pacte qui a été présenté par le Premier ministre la semaine dernière est un élément qui devrait permettre, sinon à vous et à ceux qui m'écoutent, d'approuver la politique du gouvernement, en tout cas de commencer à la considérer de façon un peu différente. Ce que nous faisons ne s'est jamais fait. Jamais. Un tel effort, dans un temps si bref, d'1 milliard d'euros, tout de suite, un tel effort ne s'est jamais fait. On me posait la question dans un journal qui est paru ce matin pour savoir si c'était une politique de droite ou de gauche. J'avais dit que comme ça s'était jamais fait, c'était difficile de qualifier de droite ou de gauche cette politique. Pour ma part, je pense que c'est une politique intelligente qui prend conscience de ce qu'est, vous l'indiquez d'ailleurs vous-même, ce qu'est le coût du travail dans notre pays, qui commence non pas à régler cette question définitivement, mais qui en tout cas l'aborde franchement, non sans un certain courage, me permet de le dire, car nous connaissons, parmi les forces politiques qui soutiennent ce gouvernement, certains élus, certains responsables, dont les points de vue ne sont évidemment pas médiocres ni méprisables, mais qui n'approuvent pas spontanément ce type de démarche, et avec lesquels pourtant nous devons avoir ce travail de conviction, car nous aurons besoin de leur approbation et de leur vote. Donc c'est quelque chose d'assez original. Je crois que peu attendaient un plan de cette nature et de cette ampleur. Beaucoup pensaient même que le rapport Gallois serait enterré, sinon ensablé de manière plus ou moins élégante. Ça n'a absolument pas le cas. Louis Gallois lui-même indique que ce qui se fait est plutôt satisfaisant. Vous comparez ensuite la situation avec certains de nos voisins, Grande-Bretagne ou Allemagne. La Grande-Bretagne est un exemple qu'il faut manier avec précaution. C'est quand même un pays qui, ces 10-15 dernières années, a décidé délibérément de faire le total sacrifice de son industrie. Total. Pour ne privilégier que la politique financière et les entreprises de nature financière. Ils ont sacrifié leur industrie, soit en acceptant la suppression pure et simple, soit en la vendant à des entreprises non britanniques et en particulier allemandes. L'Angleterre n'a plus d'industrie sur son sol. Est-ce que c'est un modèle de politique industrielle et économique? Je ne suis pas complètement convaincu. Persévérons dans la comparaison. Il se trouve que la Grande-Bretagne est hors zone euro, que la Banque centrale, la Banque d'Angleterre a donc une politique autonome. Quelle est cette politique? C'est une politique monétaire extrêmement expansive, avec comme conséquence une formidable inflation. Il y a 2,5 fois plus d'inflation en Grande-Bretagne qu'en Europe qu'en France. Est-ce que l'inflation est un facteur de stabilité ou un facteur favorable pour le développement des entreprises? Bon, c'est une réponse délicate qu'on pourrait donner à cette question-là. Donc cette politique d'expansion monétaire que la Grande-Bretagne mène aujourd'hui ne me paraît pas de nature à relancer son industrie, même si, par l'affaiblissement du sterling que ça permet, la Grande-Bretagne aujourd'hui a une politique d'exportation plutôt plus favorable que la France. Et donc je doute qu'elle soit structurelle, précisément parce que l'Angleterre a sacrifié son industrie lourde et manufacturière. Elle l'a sacrifiée délibérément. La comparaison avec l'Allemagne est peut-être moins un avantage de la France. Mais on essaie de s'inspirer de ce que l'Allemagne a pu faire de bien, tentant d'en éviter des conséquences fâcheuses. Les inégalités ont formidablement progressé en Allemagne ces derniers temps. On oublie trop souvent lorsqu'on compare nos deux pays. Formidablement progressé. Avec d'ailleurs des tensions sociales dans ce pays qui sont de plus en plus fortes et dures à résoudre. Le système bancaire allemand est beaucoup moins solide que le système bancaire français. La démographie allemande est beaucoup plus préoccupante que la démographie française. Bref, nous avons des avantages compétitifs. Et je ne parle pas du prix de l'énergie, il faudra s'efforcer de garder favorable en France, notamment par rapport à ce qu'il est en Allemagne, avec ce que cela veut dire d'ailleurs, hein, comme choix et comme difficulté politique. Pour la majorité, qui soutient l'actuel gouvernement. Bref, la comparaison avec l'Allemagne doit être complète. Nous nous efforçons de corriger ce que nous avons en moins, en tentant de préserver ce que nous avons en plus, et je ne doute pas que assez rapidement nous parviendrons à des résultats sensibles. En tout cas, alors, autre question, on vous a gardé deux questions très difficiles pour la fin. Gilles Attaf, le président de Smuggler, textile industriel et distribution basé à Limoges, à Orphée-Longchamp, entreprise spécialisée dans la confection de costumes de marque, Smuggler, label Origine France garantie, fabriqué depuis 30 ans en France. Une entreprise textile qui ne délocalise pas, c'est au moins exemplaire et c'est important de souligner. Et vous en félicitez. Oui, je peux aussi souligner que dans un secteur d'activité très difficile, on peut s'en sortir quand on a vraiment envie d'aller de l'avant et d'entreprendre. Dans entrepreneur, il y a entreprendre, c'est aller de l'avant c'est créer de la croissance c'est des emplois. Donc je pense que c'est important de dire que quel que soit le secteur d'activité en France, on a un vrai savoir-faire. Alors en ce moment, on est en train de travailler sur une levée de fonds pour justement essayer
d'exporter notre savoir-faire à l'étranger. J'ai de grosses difficultés à lever des fonds. Et la question que je me posais aujourd'hui, c'est est-ce que vous ne croyez pas que le système fiscal actuel est une des causes des difficultés en fait de l'accès au financement en fonds propres des PME? Donc par rapport à ça, deux autres questions. Que comptez-vous faire pour orienter l'épargne des Français un peu plus vers ce que nous on appelle en tant qu'entrepreneurs l'économie réelle? Donc qu'est-ce que vous comptez faire? Parce qu'on sait qu'il y a de l'épargne, que les Français ont de l'épargne. Que peut-on faire pour orienter un peu plus les Français vers l'économie réelle? Je pense que c'est essentiel. Et deuxième point, concernant la BPI, la BPI reprend des structures qui étaient existantes. Qu'est-ce qui va renforcer pour nous, entrepreneurs, au sein de la BPI, l'accès aux fonds propres? Alors, là aussi, on a pris un peu de retard au début de la matinée, donc on va essayer de concentrer un peu le débat sur ces deux questions, dont la première figure, en tout cas comme intention dans le pacte de confiance et de compétitivité. C'est des pistes sur lesquelles j'ai déjà échangé ce matin. D'abord une remarque, les dispositions qui ont été déjà votées et qui s'apprêtent à aller définitivement ne concernent que bien peu les PME. On a d'ailleurs veillé, parce qu'à cet égard, il y a une forme de stabilité. On ne touche pas l'ISF PME, la chose n'allait pas de soi. On ne touche pas à l'avantage Madelin d'un impôt sur le revenu, la chose n'allait pas de soi. On conforte le statut des jeunes entreprises innovantes, beaucoup ont pu en être surpris. On ne touche pas au fonds d'investissement de proximité, là encore, beaucoup s'attendaient à ce que des choses soient modifiées. Bref, on a tenté de ne pas toucher à ce qui nous semblait être efficace, précisément pour drainer de l'épargne vers le secteur productif. Mais on sait que l'essentiel de l'épargne, ça n'est pas l'ISF, ça n'est pas l'impôt sur le revenu. On sait bien que l'essentiel de l'épargne aujourd'hui dans notre pays est à la fois le livret A et c'est surtout l'assurance vie. Vous aurez remarqué que dans aucun des projets de loi, ni la loi de finances rectificative, ni la loi de finances initiale, et pas davantage la prochaine loi de finances rectificative, nous toucherons à l'assurance vie. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qu'il faut manier avec une extrême prudence, car la confiance des détenteurs de contrats d'assurance vie est quelque chose d'essentiel. On a confié avec Pierre Moscovici une mission à deux parlementaires qui ont précisément pour but de nous dire, en consultant les uns et les autres, avec une liberté d'action que n'ont pas devant le gouvernement, on a confié cette mission dans le but d'explorer, et les uns et les autres, vous serez peut-être contactés, pour voir comment drainer l'épargne financière dans l'investissement, non pas de court terme, mais de moyen et de long terme. C'est bien le problème que nous avons. Est-ce que la durée de détention d'assurance vie est suffisante ou pas? Est-ce qu'il faut modifier les règles de détention d'assurance vie pour précisément que ces fonds s'investissent suffisamment dans les petites et moyennes entreprises? Ces questions-là, les parlementaires vont y répondre, ensuite le gouvernement fera ses choix. Mais c'est d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis, on voit bien que le pourcentage de l'épargne qui va vers les entreprises en France est très insuffisant. Une des raisons pour lesquelles cet investissement est insuffisant, c'est parce que la puissance publique assèche les liquidités de marché pour ses propres besoins. Quand l'État, la protection sociale, les collectivités locales drainent à ce point l'épargne pour leurs besoins de fonctionnement et de prévision d'investissement, mais de fonctionnement, on voit bien que c'est à due concurrence en moins au secteur productif. Et donc, réduire le déficit public, réduire l'endettement, réduire la charge de la dette, c'est libérer des liquidités pour qu'elles puissent s'investir précisément dans les entreprises. C'est en ce sens que la réduction du déficit et l'apurement de notre dette est un élément de compétitivité. Pour autant, c'est une guidée vers les entreprises. Alors, une fois qu'on l'a libérée, naturellement, l'a guidée vers les entreprises, c'est le sens de la mission dont je vous ai indiqué, qui avait été lancée, son terme berger de l'Éthiopie à l'Assemblée nationale, suivant d'ailleurs, avait contacté, c'est une personnalité très, très ouverte, qui savent parfaitement vers où nous souhaitons aller. Vous m'avez interrogé sur le rôle de la Banque publique d'investissement, en précisant avec raison, il s'agit de structures déjà existantes qui sont mises en commun. La différence n'est pas dans le périmètre d'action, on les connaît. La différence est dans la gouvernance de cette nouvelle structure. Une gouvernance qui sera beaucoup plus régionalisée et dans laquelle les élus, notamment régionaux, auront, je crois, une importance qu'ils n'ont pas aujourd'hui parce que les élus régionaux connaissent les entreprises. J'en reviens à la question que je crois vous posiez tout à l'heure sur la connaissance des élus de l'entreprise par les élus. Les élus locaux connaissent bien les entreprises de leur région, de leur département. Ils savent très bien ce que sont les entreprises qui fonctionnent bien, plus ou moins bien, celles qu'il faut aider, celles qui peuvent être en comité des heures, sans que pour autant le jugement à être rendu, en tout cas publiquement. Alors, il me semble que cette gouvernance-là, beaucoup plus proche des réalités régionales
départementale que vous connaissez bien, vous, il me semble que cette gouvernance-là, si elle ne garantit pas ce que vous souhaitez, le permettra en tout cas plus facilement. Hélène Saint-Loubert, présidente de Grenade et Spark, société dans la publicité et Internet basée à Agnières, chiffre d'affaires en 2012 8 millions 8. Quelle est votre réflexion? Ma réflexion est la suivante. Ça fait maintenant plus de 15 ans à peu près que j'ai monté mon entreprise. Je l'ai toujours gérée, je dirais, en bonne mère de famille, entre guillemets, c'est-à-dire attendu d'avoir un peu d'argent pour en investir ou embaucher. Et avec un peu de recul et de maturité, je me dis que j'aurais pu aller plus vite, j'aurais pu faire appel à des financements plus importants, j'aurais pu embaucher plus, certainement aller plus vite à l'international, etc. Donc je me pose la question sur vraiment de l'écosystème entrepreneurial. Et j'aimerais vous poser une question de savoir pour vous quel est l'écosystème entrepreneurial idéal pour développer et accompagner les entreprises tout le long de leur parcours. La perfection n'est pas de ce monde, mais se perfectionner est une ambition tout à fait légitime. Nous avons un modèle en France qui est très ancien, qui est un modèle qui a toujours privilégié, c'est le colbertisme, les très grandes entreprises. D'ailleurs, nous avons, grâce à ce modèle, rencontré certains succès avec des grandes entreprises qui sont des champions mondiaux. Mais il s'avère que ce modèle aujourd'hui présente quelques limites, pour au moins deux raisons. La première, même si elles embauchent, c'est plutôt moins que ce que collectivement les PME ou les entreprises de taille intermédiaire peuvent faire. Et en matière de rentrée fiscale, pardonnez-moi de reprendre ma casquette du budget, on sait bien ce que sont les techniques, parfaitement légales au demeurant, qu'utilisent ces grands groupes pour vider, assécher leur assiette à l'impôt sur les sociétés. Un chiffre en 2010, il a été conforté par un travail de la Commission des finances et par une étude de la direction du Trésor. Donc en 2010, sur un rendement à l'impôt sur les sociétés d'une quarantaine de milliards d'euros, les entreprises du CAC 40 contribuaient pour 3,5. 3,5. Le reste, c'est bon. Et dans ces 3,5, les 2/3 étaient assumés par les entreprises publiques du CAC 40. Ça veut donc dire que les entreprises privées du CAC 40 ne paient plus d'impôt sur les sociétés. C'est la conséquence directe du modèle que l'on a pu probablement penser, que tous les gouvernements successifs d'ailleurs ont tenté de privilégier, c'est le modèle du colbertisme où on faisait des grandes entreprises pour en faire des champions d'abord nationaux, puis européens, puis mondiaux. Je pense que ce modèle n'est pas à détruire, mais en tout cas il est à corriger, précisément au regard de ce que vous indiquiez. Donc un écosystème favorable serait, je le crois, un modèle plus favorable aux PME et aux ETI, et à cet égard, l'annonce du candidat confirmée par le président d'une baisse de l'impôt sur les sociétés pour les PME de 10%, 30 points à 30, c'est pas majeur, c'est pas fantastique, vous n'allez pas vous évanouir avec cette annonce-là, n'empêche que ça serait une première, et peu de gouvernants l'ont envisagé, et aucun n'a mis cela en œuvre. Je crois qu'il faut effectivement vous permettre, à vous et le plus également du monde, d'avoir par ce biais-là une restauration de vos marges, quand on sait bien que les marges des entreprises aujourd'hui en France ont un niveau historiquement bas, qui ne vous permettent plus ni d'investir, ni de former, ni d'embaucher. Le plan que l'on a développé, dévoilé la semaine dernière, qui a été dévoilé par le Premier ministre la semaine dernière, a bien ce but-là, qu'on assume complètement. Il faut restaurer les marges, et l'écosystème favorable aux PME, c'est un écosystème qui vous permet de restaurer vos marges, non pas pour faire des cadeaux aux uns et aux autres, cette expression je l'aborde, et tout simplement pour vous permettre d'investir, d'embaucher. Si le calendrier permet. Le calendrier est prévu. Le calendrier est très précisément indiqué dans le PAC. Nous sanctuarisons l'année 2013 au titre de la TVA parce qu'il faut préserver cette année-là le peu de croissance de consommation des ménages que nous avons, car ce n'est que par cette croissance de la consommation des ménages que nous aurons de la croissance économique. En revanche, en 2014 et 2015, tout arrive, et nous l'assumerons moitié par de la TVA, moitié par des économies dans la dépense, ce qui supposera d'ailleurs la réforme de structure dont j'ai déjà pu parler. Votre conclusion, vous voulez rajouter un petit mot pour conclure cette séquence? Non, la conclusion est banale. C'est d'abord pour remercier d'avoir organisé cela. Je crois qu'il est nécessaire qu'on ait ces échanges. Encore une fois, on ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais ces désaccords, essayons de les assumer les uns et les autres de la façon la plus loyale et sereine, travaillons ensemble malgré tout, et à tout le moins, évitons les malentendus qui en fait ne permettent aucun échange constructif et ne produisent que, sinon, de la désespérance, en tout cas du pessimisme. Si déjà ce matin on a communiqué contre ça, c'est déjà très bien, je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, merci d'avoir échangé avec nous. Merci à TF5, merci Monsieur le Ministre.